Bonjour à tous, François Chambaron qui parle. Bon, merci à vous d'être présent ce matin. Je voulais juste faire une toute petite introduction avant de démarrer la présentation. Bon, je pense que tout le monde nous connaît, plus ou moins les participants qui sont là nous connaissent. Je voulais juste rappeler qu'Activium avait pris la mesure de la sécurité informatique, la sécurité des infrastructures des clients et de nos prospects depuis plusieurs années. Euh, Aujourd'hui, nous avons été sélectionnés donc par l'ANSSI pour faire partie du programme de cybermalveillance pour aider les entreprises qui sont victimes d'attaques. Donc on se rend compte effectivement qu'au travers des mois qu'on vient de passer, euh, la sécurité et notamment l'identité de l'utilisateur est au cœur de la sécurité du réseau. Vous allez le voir au travers de la présentation qui va vous être faite ce matin. Moi je suis donc François Chambaron pour ceux qui me connaissent, François Chambaron qui est consultant avant-vente chez Activium. La présentation sera animée par Pascal Ledigal qui est le country manager de WatchGuard France. Bonjour à Euh, tous. Pascal, je vais te laisser la main pour pouvoir commencer la présentation et Ok. n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous avez un panel normalement dans le chat, enfin pas dans le chat, dans la partie questions, et on ne manquera pas d'y répondre, soit pendant la présentation, soit en fin de présentation, aucun souci. Voilà. Bien, Pascal, je bonjour te à laisse la tous. main. N'hésitez pas d'ailleurs dans les questions à faire un petit coucou, comme ça on est sûr que la petite fonction de question fonctionne bien. Et comme ça on est paré pour la suite du webinaire. Donc effectivement, je vais vous présenter le MFA et pourquoi de l'authentification multifacteur. Avant ça, on va parler un peu cybersécurité parce que c'est effectivement, comme François l'a laissé entendre, très mouvementé en ce moment. Donc on va faire un petit tour de l'état de l'art. On va parler de la problématique qui nous pousse à mettre du MFA parce que c'est pas, on va pas le faire pour se faire plaisir. C'est un vrai besoin, une vraie nécessité aujourd'hui pour se protéger. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Puis ensuite, on regardera comment ça fonctionne, le MFA chez WatchGuard. J'essaierai de vous faire une petite démo en essayant de ne pas avoir d'effet Bonaldi. Et puis, n'hésitez pas tout au fil de cette présentation à poser vos questions. On a l'œil sur le petit formulaire de questions, donc on y répond soit dans la foulée si ça s'y prête, soit à la fin en fonction des questions. François, tu rajoutes ce que tu veux rajouter sur la présentation, bien entendu. Merci. Donc, l'authentification multifacteur, oui, mais pourquoi déjà parce qu'on est très cyber attaqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'ANSSI a sorti des statistiques et donc ça a été repris par le ministère de la Défense et Florence Parly, qui expliquait que les attaques ont été multipliées par 4 en l'espace d'un an. Donc c'est juste colossal. Surtout qu'on partait déjà d'une situation où il y en avait beaucoup. Hein. On serait parti de zéro. Le x4 serait pas très impressionnant, mais là on partait déjà d'une situation où la France était un des pays les plus attaqués au monde pour des raisons toutes bêtes. Hein. On est un pays riche et toutes les infrastructures malheureusement ne se protègent pas au niveau où elles devraient, donc on devient vite une cible. Avec le contexte des vulnérabilités, du Covid, donc qui a forcé au télétravail, il y a plein de maillons faibles qui se sont créés. Effectivement, les cyberattaquants ont trouvé encore plus de potentiel et de cibles potentielles pour attaquer. Et puis on le verra, ils se professionnalisent aussi. Donc les statistiques malheureusement font mal et on n'est pas en train de parler de statistiques aux États-Unis ou ailleurs. Hein, on parle bien de la France. Alors vous n'êtes pas obligé de me croire ni croire l'ANSSI, mais en revanche, si vous allez jeter un petit coup d'œil dans la presse, là on vous a fait un petit florilège des gens qui se sont fait attaquer très récemment. Donc là vous avez tout de décembre à juillet 2021. Alors c'est pas juste des logos pour des logos, en fait, on pourra vous faire passer la présentation, mais vous avez le lien presse à chacun de ces logos. Donc, chacun de ces acteurs, chacune de ces entreprises a eu le droit à un article de presse sur l'attaque qu'il a subie.
J'en profite d'ailleurs pour rappel, quand vous subissez une attaque, une partie de la réaction à l'attaque, c'est aussi de bien communiquer. Se cacher en espérant que personne ne sait que vous vous êtes fait cyberattaquer, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Il vaut mieux communiquer, expliquer ce que vous avez mis en place et comment vous faites en sorte que ça n'arrive plus, plutôt que d'essayer de rien dire. Et si c'est découvert, c'est catastrophique en termes de communication. Donc effectivement, beaucoup d'entreprises de tout type, des grands comptes comme des PME. Vraiment, tout le monde est ciblé à ce stade. Hein, personne n'est épargné. Autant on pouvait espérer passer entre les gouttes d'eau il y a quelques années, autant c'est impossible maintenant. On commence à voir même je vois la ville d'Annecy typiquement. La ville d'Annecy, elle s'est déjà fait attaquer plusieurs fois. Donc ça tourne. Donc là, c'était 2021. On a aussi, on remonte, quand on remonte encore en début d'année 2021, vous voyez que c'était aussi assez sévère. Et si on regarde en 2020, c'était aussi extrêmement sévère. Donc, on vous enverra les slides. Vous pourrez vous amuser, si vous voulez, à cliquer sur les articles de presse. Vous voyez que ça manque pas. Donc, c'est un constat aujourd'hui indéniable. Les entreprises françaises sont piratées en permanence, en tout cas attaquées en permanence. J'ai pris un petit exemple ici de hacking un peu spécial. Où vous voyez que vous en avez peut-être entendu parler, c'est la PHP qui s'est fait pirater avec un vol de données des données des 1,4 million de franciliens qui ont été testés Covid. Et là, le hacking, c'est même pas pour aller récupérer de l'argent. C'est un activiste dans les deux sens du terme qui voulait montrer que ces données n'étaient pas sécurisées et il l'a effectivement prouvé. Alors bon, il est en prison aujourd'hui, mais il a prouvé son fait. Mais vous voyez qu'il y a du hacking pour plein de raisons. Ça peut être politique, ça peut être économique, ça peut être pour gagner de l'argent, ça peut être pour de la concurrence, ça peut être pour des idées, de l'idéologie. Donc aujourd'hui, tout est prétexte à faire des cyberattaques. Donc tout le monde est sensible. Là, je vous ai remis un truc du 3 novembre, le groupe Avril qui s'est pris une cyberattaque. Ce qui est à noter, c'est les conséquences aujourd'hui de ce type de cyberattaque. C'est-à-dire que si vous regardez il y a 4-5 ans, une cyberattaque, c'est un serveur qui se faisait chiffrer, quelques machines qui se faisaient chiffrer. Aujourd'hui, les pirates réagissent différemment. Quand il y a dans tous les articles de presse récents, et puis nous, les cas qu'on connaît, c'est tout le réseau qui est chiffré. Si possible, et c'est généralement la première chose que le pirate va faire, c'est d'aller voir s'il y a un backup et de chiffrer le backup. Comme ça, pas de possibilité de se dire, bon, c'est pas grave, je remets le backup et je ne paye pas la rançon. Donc, c'est vraiment multiplié, mais aussi professionnalisé, dans le sens où il laisse vraiment plus la chance en fait à l'entreprise à remonter la pente. S'ils trouvent la moindre faille, ils vont l'exploiter. On le voit parce que maintenant en fait les cybergangs, en fait ceux qui font ça sont même connus, hein, ils ont tous des noms, des réputations. Là vous avez le groupe Conti qui a signé le piratage l'année dernière de Solware, hein, qui est un prestataire de services en France, hein, ils ont des clients, des garagistes, etc. Et les conséquences de tel piratage, c'est vraiment des semaines voire des mois d'arrêt de production. Il faut bien se rendre compte que c'est pas bon, il y a le piratage, dans 2 jours, c'est bon, on a tout remis en place et on repart. Quand les infras sont un peu complexes et qu'on n'a plus les données qui vont bien pour remonter le tout, c'est un travail de longue haleine. S'assurer ce qui est compromis, ce qui ne l'est pas, et remettre tout progressivement avec les mesures de sécurité qui vont permettre que ça ne se reproduise pas dans la foulée. C'est-à-dire que si vous remettez en place avec la même faille qui a permis aux pirates de rentrer, vous n'allez pas vous en sortir en fait. Donc voilà, c'est un peu l'état de ce qu'on se voit. Vous voyez des articles. N'hésitez pas à suivre le Mag IT, ils ont des bons articles sur la cybersécurité et ils font souvent des points sur les périodes d'activité.
l'automne dernier avait été assez brutal. Ils avaient expliqué pourquoi, ils font des statistiques. Voilà, le tout début d'année est un peu plus calme, mais comme on dit, c'est le calme avant la tempête en général. Ce qu'on voit donc est la traduction directe de la spécialisation de cette cybercriminalité. Elle s'industrialise comme n'importe quel business en fait. Elle se professionnalise, elle devient plus malheureusement efficace. Donc on voit des groupes de cybercriminels qui se spécialisent dans des domaines. On va voir notamment ceux qui vont se spécialiser dans le domaine de vendre l'accès initial au réseau. L'accès initial au réseau, c'est quoi? C'est un groupe ce qui va chercher à faire, c'est rentrer par un VPN, rentrer par un compte utilisateur qu'ils auront réussi à voler. Et une fois qu'ils sont rentrés dans le réseau, eux ne vont pas déclencher d'attaque, même si c'en est une en tant que telle, de rentrer sur le réseau, mais ils ne vont pas déclencher d'attaque. Ils vont revendre en fait cet accès en disant à leurs confrères, entre guillemets, on vous vend l'accès à plusieurs milliers de réseaux, ensuite vous faites ce que vous voulez. Bien entendu, ils vont souvent revendre ça à des gangs qui vont ensuite, eux, déclencher des ransomware pour pouvoir essayer d'extorquer de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle des courtiers en accès initiaux. Il y en a un qui est extrêmement célèbre, qui s'appelle Emotet, qui avait été démantelé par Europol en début d'année dernière, suite à une opération qui a pris 2 ans. 2 ans pour leur tomber dessus, démanteler presque 400 serveurs qui étaient utilisés pour l'infrastructure. Donc vous imaginez l'ampleur que ça peut avoir maintenant. On est clairement plus avec des pirates dans leur garage. Il y en a encore, mais c'est pas eux qui font le gros des attaques aujourd'hui. Donc tant mieux d'ailleurs, Europol qui démantèle un cybergang. Là, il y a eu un démantèlement très récent en Russie, si vous suivez un peu l'actualité. Alors le seul souci, c'est qu'en général, quand on les démantèle, ils reviennent. Emotet, en l'occurrence, est de retour depuis l'automne dernier. Donc en gros, 6 mois après le démantèlement, ils sont revenus à la vie. Ils se sont aidés d'autres cybergangs pour se repropager. Et là, ils sont toujours en vie, ils sont toujours en train d'essayer de rentrer sur le réseau et de revendre ces accès à vos réseaux aux autres cybergangs. Donc c'est un peu la problématique de les chercher. Alors ça veut dire il faut que les polices continuent à leur tomber dessus et à les démanteler, mais faut pas. Mon propos, c'est qu'il ne faut pas compter dessus pour que la cybercriminalité disparaisse. C'est un critère qui fait un petit peu baisser les vagues, mais ça ne les supprimera jamais. Le jour où on aura le temps, je vous expliquerai un peu comment Emotet est revenu, parce que la technique était quand même assez magnifique, mais on en parlera une autre fois. Sinon, je peux faire un webinaire de 3 heures, on va éviter. Mais effectivement, donc ça c'est un premier élément, la spécialisation. Le deuxième élément, c'est la manière dont les cybergangs vont s'organiser avec un système d'affiliés. Comme dans un certain nombre de business, vous avez des franchises. Là, c'est un peu pareil. Il va y avoir le cybergang à la tête qui va être la tête, c'est-à-dire qu'ils vont penser les attaques, comment les faire. Ils vont faire des guides. Et ensuite, il va y avoir des affiliés, donc les pirates qui vont, eux, rentrer en action, qui vont s'affilier à ce cybergang, qui vont avoir toute la méthodologie d'attaque et qui vont, eux, bel et bien attaquer vos infrastructures. Et une fois qu'ils vous ont demandé la rançon, si jamais vous la payez, ils la partageront en fait avec le cybergang à la tête. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc souvent vous voyez dans la presse des pirates qui se sont fait attraper. Quand ce sont des affiliés, vous savez que c'est pas la tête en fait. Donc c'est bien, il faut les attraper. Mais par exemple un Conti, dont je parlais juste avant, qui a piraté Solware, eux ils ne sont toujours pas fait attraper. On a attrapé des affiliés de Conti, mais pas Conti eux-mêmes.
Alors là où on voit que c'est un vrai business et qu'il y a vraiment un enjeu colossal d'un point de vue financier. Je rappelle quand même que la cybercriminalité en termes d'enjeux financiers dépasse l'argent de la drogue, hein, aujourd'hui. Revil, qui est le groupe qui vient de se faire démanteler en Russie par les autorités russes, par le FSB russe. Ils avaient carrément planqué un chat dans l'outil qu'ils donnaient aux affiliés pour pouvoir discuter en direct avec, j'allais dire les clients, mais les victimes, pour pouvoir doubler en fait leurs affiliés et prendre 100% de la rançon plutôt que de le partager avec l'affilié. Donc là, on voit bien que c'est vraiment sans émotion, ils s'en fichent complètement. Alors, on a un peu de détails sur Revil, puisque comme ils viennent de se faire attraper par les Russes, ils ont retrouvé, vous avez des photos sur Internet, ça date de cette semaine, hein. Vous avez des photos sur Internet avec l'argent qu'ils avaient, qui ont été retrouvés par les Russes, et puis les voitures de luxe dans lesquelles ils roulaient. Ils avaient plus d'une vingtaine de voitures de luxe réparties sur 14 personnes. Donc, imaginez, ça rapporte, si vous posez la question. Ça rapporte tellement que même aux États-Unis, on est revenu au beau vieux Wanted. Là, le FBI cherche des informations sur un groupe qui s'appelle DarkSide et ils sont prêts à payer 10 millions de dollars si jamais vous leur fournissez des informations qui les font avancer. Donc, on est revenu au Far West, hein, par rapport à ça. Et puis dernière petite anecdote que je trouve croustillante, là où on voit encore que c'est un vrai business, c'est que parfois les affiliés se rebellent contre les cybergangs, ne sont pas d'accord parce que les pourcentages de répartition ne sont pas bons, ou il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on se fâche dans le business. Un affilié a carrément divulgué le manuel d'attaque qui avait été créé par Conti. Et du coup, ça a été plein d'enseignements pour nous, hein, éditeurs de sécurité, voir comment ils font. Et je peux vous dire que la cartographie d'attaque, elle est j'allais dire magnifique. Oui, elle l'est quelque part d'un point de vue technique, mais elle est surtout très riche et on voit toutes les techniques qui leur permettent d'attaquer. Alors on pourrait se dire, il suffit de tomber sur ces techniques et de les bloquer, sauf que comme tout, ceux qui ont créé ces techniques-là, ils sont capables de les faire évoluer. Entre le temps où on les a trouvées et aujourd'hui, elles ont déjà évolué, ils mettent déjà en place des techniques différentes. Donc c'est vraiment un mécanisme permanent. On en arrive justement à une des problématiques qui permet à ces groupes de rentrer sur les réseaux et de vous rançonner. C'est le problème du mot de passe. Clairement, le mot de passe, il va sécuriser un accès VPN, il va sécuriser un accès à un serveur, il va sécuriser un accès à du RDP. Les mots de passe, c'est ce qui permet de rentrer pour beaucoup sur le réseau. Donc, on est clairement en plein dans la problématique. Si le mot de passe se fait voler, on n'est pas bien. En tout cas, si on n'a pas mis d'autres technologies en place, comme celle qu'on va vous expliquer. Et la problématique, c'est que les mots de passe ne sont pas toujours traités sérieusement. Quelques petites statistiques, hein, un utilisateur sur deux utilise souvent des mots de passe qui sont identiques entre la sphère perso et la sphère pro. Alors autant il peut y avoir des sécurités sur la sphère pro et donc le mot de passe peut être un peu difficile à voler. Autant dans la sphère perso, les gens se sécurisent beaucoup moins et si on le vole d'un côté, on va pouvoir le réutiliser de l'autre. Donc je pense que vous voyez tout de suite le problème que ça peut poser. Un utilisateur sur 5 partage ses mots de passe avec des collègues, donc à ne pas faire, hein, tout simplement, mais on voit aussi ce que ça implique. Et 80% des intrusions, alors là c'est une stat 2016, mais elle n'a pas changé, hein, 80% des intrusions se font par vol de mot de passe. Je vous ai repris un petit exemple qui n'a pas vieilli, même s'il a 6 ans, 6 ans et demi. C'est quelque chose que vous aviez peut-être suivi parce qu'il y a eu quand même beaucoup de bruit autour de ça à l'époque. C'était le piratage de TV5 Monde en 2015. C'est un piratage qui a été fait pas pour des raisons financières, hein, pour le coup, puisque le piratage a été fait par Daesh. Et donc Daesh avait pris la main sur le site internet, sur les réseaux sociaux de TV5 Monde et sur toute l'infrastructure de diffusion de TV5 Monde. Donc il n'y avait plus de système de production d'images, il n'y avait plus de diffusion, la diffusion était interrompue et TV5 Monde c'est une diffusion mondiale.
Donc c'était catastrophique pour TV5 Monde. Le piratage, il a commencé par un accès VPN utilisant l'identifiant, le mot de passe d'un sous-traitant de la chaîne, tout simplement. Donc entrée par un VPN. Je lisais ce matin, pareil, un article dans le Mag IT, un piratage de l'entreprise Copter, qui font des hélicoptères, comme le nom l'indique. Pareil, un VPN qui n'a pas de MFA, voilà, c'est rentré. Deux possibilités d'exploitation de ce VPN, arriver à récupérer le mot de passe ou utiliser une vulnérabilité du VPN. C'est arrivé les années là, qui nous précèdent, pas mal d'éditeurs de sécurité qui ont eu des vulnérabilités dans le VPN, et quand on a cette vulnérabilité, bah, on peut rentrer même sans avoir le mot de passe. Donc imaginez, c'est encore pire. Donc là, dans le cas de TV5 Monde, c'est un sous-traitant qui s'est fait voler son mot de passe. Alors on peut jouer au jeu de deviner comment ce mot de passe s'est fait voler. Alors première technique, pas très compliquée, vous allez faire un petit tour sur YouTube, vous mettez les bons mots-clés et vous verrez comment craquer un mot de passe, parce qu'on dit craquer pour un mot de passe. Il y a des techniques de brute force, il y en a d'autres. Alors, il y a une légende urbaine qui se veut qu'avec les puissances de maintenant, on peut faire des mots de passe et que c'est trop compliqué à craquer parce qu'on a mis la complexité qui va bien dans son paramétrage Windows. Il se trouve qu'on a tellement de puissance, et notamment avec les cartes graphiques, les processeurs des cartes graphiques sont extrêmement puissants. Il y a des gens qui s'amusent à mettre des cartes graphiques en parallèle pour augmenter la puissance de calcul, et ça leur fait une puissance démentielle pour pouvoir craquer les mots de passe. Donc vous avez des exemples de ça sur YouTube ou autres, qui vous montrent tout à fait sérieusement comment craquer des mots de passe avec un accès, une fois qu'on a son accès à l'AD. C'est assez explicite. Alors, plus intelligent que YouTube IA, puisque vous avez aussi des logiciels de craquage de mots de passe, et en ce moment, il y a des chercheurs, on va appeler ça des chercheurs, qui bossent sur l'intelligence artificielle, et un des modules d'intelligence artificielle sur lequel ils travaillent, c'est comment améliorer l'efficacité de ces craqueurs de mots de passe. Alors, c'est censé être un travail de recherche théorique pour voir s'il y a peut avoir un impact là-dessus. Il se trouve que il y a déjà un impact colossal, puisque là où ils en étaient, ça augmentait déjà de 50% l'efficacité des logiciels classiques de craquage. Et ouais, il y a tout un travail qui est fait autour de ça. Alors moi, j'ai assez halluciné que des chercheurs puissent s'intéresser à ça, mais vous regarderez, ça s'appelle PassGAN. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Les recherches étaient en 2017, donc ils ont dû progresser depuis. Plus simple encore, il se trouve que il y a des acteurs tous les jours qui se font pirater, et quand il y a un piratage, il y a certes les demandes de rançon, mais il y a aussi des fuites de données, il y a aussi des vols de comptes, et un compte a une valeur sur le dark web pour des raisons que vous imaginez aisément, et donc on retrouve sur le darknet beaucoup de bases d'identifiants. Il y en a parfois qui sont juste publiés comme ça, et puis bien entendu la plupart du temps il y en a qui sont en vente, et il y en a qui font pas mal d'argent avec ça. Et là sur le darknet on a trouvé des bases de plus d'1,4 milliard d'identifiants. Ça fait un peu de monde. Si ça vous touche pas, que ça vous parle pas, quelque chose qui vous parlera peut-être plus, LinkedIn s'est fait pirater il y a quelques années, et pareil, mot de passe, les comptes et les mots de passe qui allaient avec. Alors je ne sais pas si vous faisiez partie de ce piratage. Si jamais vous en aviez pas entendu parler et que vous avez un compte LinkedIn et que vous l'avez pas changé depuis quelques années, ma recommandation est assez simple, faites-le, et puis activez aussi l'authentification forte de LinkedIn, même si elle n'est pas parfaite, parce que c'est pas du MFA, c'est du 2FA, on le verra, c'est toujours ça de plus. Encore plus simple, ne pas mettre de post-it sur une photo, ne pas se faire prendre en photo le post-it sur lequel il y a le mot de passe. Je le fais dans le bon ordre. Pour la petite anecdote rigolote. Ou alors, il est arrivé, et c'est arrivé à Instagram, pas l'application la moins utilisée, d'avoir un bug dans l'application, et ça a affiché un certain nombre de mots de passe des utilisateurs sur leur mur,
Donc ça, c'était un peu grave. Donc pareil, si vous publiez des choses sur Instagram et que vous n'avez pas suivi celle-là, allez changer votre mot de passe. Donc plein de façons de pirater. J'en ai oublié la plus célèbre que je vais vous expliquer ici, qu'on appelle le hameçonnage, tout simplement. Oui, plutôt que de chercher le mot de passe, autant vous le demander. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à moi. La même semaine que l'expiration de ma carte bleue, l'année dernière. Alors, il se trouve que, oui, comme beaucoup de gens, j'ai un abonnement Netflix. Vous voyez, je suis assez spammé par Netflix, mais si vous avez un abonnement, vous devez l'être aussi. Et la semaine de l'expiration de ma carte bleue, je reçois ce mail de Netflix qui m'explique qu'il faut que je mette à jour mes informations de paiement. Bon, ça me paraît logique vu que la carte venait d'expirer. Donc j'ai ce mail et il se trouve que je travaille quand même dans une société de sécurité, donc je lis quand même les mails 1 à 2 fois avant de me dire je vais cliquer sur le bouton. Donc j'ai pas cliqué dessus sur mon téléphone parce que il y a un des réflexes que j'ai que je ne peux pas faire comme ça sur le téléphone. Je l'ai ouvert sur le PC et là sur le PC on voit que c'était pas Netflix qui m'a envoyé ce mail là, mais un domaine qui n'a rien à voir. Donc c'était bel et bien du hameçonnage, du phishing, pour me faire cliquer, probablement pour me demander. Alors eux, c'est carrément pas le mot de passe, c'est mon numéro de carte bleue. Ils auraient pu aussi me demander mon mot de passe Netflix au passage. J'ai pas cliqué, donc je sais pas ce qu'ils demandaient derrière, mais probablement qu'ils essayaient de récupérer les deux. Et pour la petite explication, sachez que il y a plein de sites qui se font pirater et des sites sur lesquels potentiellement des sites d'achat sur lesquels moi j'aurais mis ma carte. Donc c'est pas étonnant que la date d'expiration de ma carte puisse être connue par des pirates et que du coup ils associent ça à un phishing. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut vous cibler pour ça. Non, pas nécessairement. Ça se scripte très bien. Les expirations, essayez de, je pense que essayer de deviner si la personne est abonnée Netflix ou pas, c'est pas très compliqué à ce stade. Et au pire, on envoie un email Netflix, la personne, même si elle n'est pas abonnée, il se peut qu'elle clique quand même. Bon, il se trouvait que j'étais abonné, donc ils ont peut-être eu de la chance. Mais en tout cas, ça se scripte. Donc, je n'étais pas ciblé particulièrement. C'est juste qu'il y a une corrélation entre d'autres données volées et puis cette tentative de hameçonnage. Alors, si vous êtes des malins et que vous avez bien regardé le screenshot, vous verrez que en fait, je ne paye pas Netflix avec ma carte bleue, je paye Netflix avec PayPal. Donc en fait, j'aurais dû tilter dès le début, mais je n'ai quand même pas cliqué, donc je suis quand même fier de moi. Alors, vous voyez aujourd'hui le niveau de complexité d'un hameçonnage. Je ne sais pas si vous l'auriez vous détecté, mais bon, je connais quelques utilisateurs qui auraient cliqué quand même. Et donc c'est par ces techniques de hameçonnage souvent qu'on arrive à récupérer des informations sensibles, dont des mots de passe de connexion. Hein, quand vous faites une jolie page Office 365 qui ressemble trait pour trait et qu'on vous demande les logins, quand vous n'êtes pas informaticien, que vous n'avez pas été bien sensibilisé sur ce type de risque, il y a de fortes chances que vous rentriez malheureusement les informations qui vont servir aux pirates. D'ailleurs, il y a même des campagnes de phishing qui ont été faites, qui récupèrent des mots de passe retrouvés sur le darknet et qui font carrément du phishing à partir de ces mots de passe. C'est-à-dire que l'email commence en disant voilà, bonjour, on sait ce que vous faites et pour preuve, on a votre mot de passe. Votre mot de passe, c'est ça. Forcément, vous le reconnaissez parce que c'est un mot de passe qui a été récupéré suite à une fuite de données et ça rend l'email très crédible et ça met en panique les utilisateurs. C'est ce que veulent souvent les pirates pour faire ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est de mettre le cerveau de la personne qu'on vise soit en panique, soit en empathie pour réussir à lui extorquer ce que l'on souhaite. Bref, récupérer les mots de passe, c'est pas très compliqué. Au pire, on peut aussi voler carrément le PC, parce que quand on a volé le PC, on a le navigateur, on a les identifiants, ou pire encore, on a un accès VPN dans lequel la personne aurait enregistré le login et le mot de passe pour se connecter en VPN, et du coup, il n'y a même pas à savoir le mot de passe, on se connecte, on rentre sur le réseau, et voilà.
Bien entendu, là, il n'y a pas d'authentification multifacteur sur ce type, sur ce VPN, sinon ça le sécuriserait. Sachez d'ailleurs que pour le VPN WatchGuard, l'administrateur peut désactiver cet enregistrement d'informations. Je crois même qu'il n'est pas activé par défaut. Alors du coup, maintenant qu'on a vu qu'un mot de passe, ça se récupère de plein de façons, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut regarder les recommandations de l'ANSSI hein, qui font un travail de sensibilisation qui est colossal. Bon, malgré tout, sur ce sujet-là, cette recommandation était un bon début, mais peut-être un peu faible, puisqu'ils indiquaient que pour les mots de passe, il faut plutôt faire preuve d'imagination. Comme j'ai expliqué, l'imagination, c'est bien, mais avec les puissances de calcul actuelles, c'est pas tant d'imagination qu'il faut, c'est de la longueur. Ce qu'on discutait avec François quand on a préparé ce webinaire, ce qui a vraiment un impact aujourd'hui sur la difficulté à casser un mot de passe, à craquer un mot de passe, c'est pas tant sa complexité si vous avez des zéros à la place des O et des choses comme ça, mais c'est vraiment la longueur et c'est pour ça qu'on vous recommande plus d'avoir des passe-phrases que des mots de passe. Donc une phrase qui vous sert de mot de passe et qui est suffisamment longue pour que pour le coup, en termes de cassage de mot de passe, ça ne soit pas possible. Ça n'empêche pas les autres techniques, mais au moins ça empêche celle-là. Donc c'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Bon, c'est quand même un bon début parce que quand on voit les mots de passe qui sont plus utilisés dans le monde, ça fait quand même très peur. On a sur les comptes WatchGuard, si vous avez un compte WatchGuard, on a mis une fonction qui s'appelle le Dark Web Scan, qui est une fonction qui, quand vous allez mettre votre nom de domaine, vous indique si associé à ce nom de domaine, il y a eu des fuites de données. Donc des fuites qu'on a nous trouvées comme son nom l'indique, sur le dark web. Alors sachez que ça n'est pas exhaustif, c'est vraiment important à comprendre. Ça ne peut pas être exhaustif parce qu'on se refuse à payer les bases. Donc on ne va consulter que les bases qui sont j'allais dire publiques sur le dark web. Mais c'est ça, on ne paye que ce à quoi on a accès sans payer. Donc en plus de ça, il y a tout ce qui est accessible si jamais on payait. Donc ça peut vous générer un petit rapport avec les informations pour voir si effectivement vous avez été sujet à des fuites de données et si on a le détail, il peut y avoir les noms de comptes associés. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est toujours pratique. Donc ça vous dira combien il y a eu de brèches, combien de comptes ont été sujets à cette brèche et les dates associées. Alors, le ministère de l'Intérieur a mis aussi ses recommandations. Ça va un peu plus loin maintenant, puisque il s'indiquait d'activer la double authentification. Donc, on commence à se rapprocher de ce qu'il faut. Ne pas confondre la double authentification et le MFA. Double authentification, par exemple, ça va être avec une authentification par SMS en plus, comme vous avez connu pendant longtemps quand vous payez avec votre carte bleue, vous receviez un SMS, un code, ce genre de choses. Donc c'est voilà, on passe une étape, on a toujours un mécanisme de sécurité en plus, mais là aussi il y a des choses de hackables. Hein. Les SMS typiquement sont piratables. Il y a des techniques, ce qu'on appelle le simjacking, qui vont permettre de le bypasser. Alors soyons clairs, hein, il y a des techniques pour bypasser tout. Les technologies sûres à 100%, si je vous dis que ça existe aujourd'hui, vous pouvez fermer le webinaire, je n'aurai aucune crédibilité. Ça n'existe pas, la sécurité à 100% et la technologie qui protège à 100% n'existe pas. Mais le but, c'est de rendre la vie le plus compliquée possible aux pirates pour qu'ils passent à autre chose, en fait. Hein. Donc là, le SMS aujourd'hui, c'est relativement facile à pirater. C'est ce que je veux vous dire. Ce qu'on va voir avec le MFA, va falloir couper des doigts, c'est un peu plus compliqué. Je plaisante. Au final, on pourrait se dire, bon, de toute manière, une bonne politique de mot de passe, des trucs très compliqués, de la sensibilisation des utilisateurs, ça met déjà un certain pourcentage de protection, mais clairement, ça suffira pas. Donc, il va falloir quand même une technologie qui nous aide à la rescousse de cette problématique sur les mots de passe. Et quand on en discute avec les personnes qui jouent avec ces technologies tous les jours, ils préfèrent effectivement avoir une autre technologie qui va aider, comme du MFA dont on va parler, plutôt que de faire une politique de mot de passe
très fort, très contraignante pour les utilisateurs, parce que pour plein de raisons. C'est chronophage, c'est gênant pour les utilisateurs. Un mot de passe fort, très compliqué, il finit par se retrouver en post-it sous le clavier parce qu'il est trop compliqué, donc ça perd de sa valeur. Ou alors il est oublié régulièrement, et dans ce cas-là, c'est les équipes internes d'informatique qui passent leur temps à aider à faire de la récupération de mots de passe. Donc c'est extrêmement chronophage. Là où on va voir appliquer du MFA va aider en fait à soulager cet aspect-là. Donc, j'en arrive au point. Désolé, l'intro était un peu longue, j'avoue. Qu'est-ce que le MFA, authentification multifacteur? On va d'abord avoir quelque chose qu'on connaît, le login mot de passe. Oui, je sais, je suis désolé, il y a toujours un login et un mot de passe. Je sais qu'il y a une vogue en ce moment qui veut que on va faire du passwordless, on oublie le mot de passe. Si vous avez un critère en moins, vous avez une sécurité en moins. C'est pas compliqué. Donc non, on va pas aller dans le sens d'enlever des choses, on va aller dans le sens de rajouter de la complexité aux pirates et non pas de leur faciliter la vie, si vous voulez bien. Donc on va se garder ce login et ce mot de passe, un mot de passe de sécurité correct avec un changement régulier, mais pas de paranoïaque. Et on va rajouter quelque chose que l'on possède, donc un token sur son téléphone notamment, et puis quelque chose qui permet d'identifier la personne, une empreinte, un visage, la biométrie c'est parfait pour ça. Ça peut être un code aussi, hein, mais vraiment cette chaîne-là de quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on possède et quelque chose qu'on est. C'est ça qui va définir le MFA. L'idée du MFA et donc du MFA WatchGuard, donc la solution s'appelle Hotpoint, c'est vraiment de protéger l'ensemble de l'environnement de l'entreprise et d'être capable de protéger tout l'accès à toutes les ressources. Donc un réseau d'entreprise, comme vous le savez, il a plein de portes d'entrée, il a plein de fenêtres. C'est toutes ces fenêtres, toutes ces portes d'entrée qu'on va essayer de verrouiller. On va essayer d'y rajouter le MFA par-dessus pour que ça soit pas un maillon faible que le pirate va utiliser, parce que c'est toujours ce qu'utilise le pirate, c'est qu'il rentre par ce qui est le plus évident et ce qui est le plus facile. Hein. Il ne va pas commencer par le plus compliqué, il n'a pas l'ISAD. On va sécuriser les applications web en SaaS, on va sécuriser le VPN, très critique, hein. Il y a eu énormément d'attaques qui sont passées à cause de ça. Son appliance de sécurité aussi, en tant qu'affaire, on va la sécuriser. Les postes de travail, les portails d'accès pour publier du RDP, puisqu'on est d'accord tous ensemble qu'on ne publie pas du RDP directement sur Internet, on passe par des portails. Et donc, globalement, on essaye de prendre en compte l'ensemble des ressources de l'entreprise pour sécuriser tout ça. Sur le téléphone, j'ai donc mon application Hotpoint. Alors, je vais en profiter et je vais la publier, je vais vous la montrer. Comment je vais faire ça? Eh bien, je prends un petit logiciel de projection de mon téléphone et je vais projeter mon téléphone. Alors, le temps que je le fasse, normalement, François, il est censé meubler. François, il avait coupé le micro. Désolé. Donc oui, donc l'application est disponible donc sur toutes les plateformes, hein, Android et Google, qui permet de pouvoir s'authentifier. Alors Pascal en parlera après, mais pour les gens qui n'ont pas de téléphone, il y a une capacité aussi à mettre de la clé, le type de clé RSA qu'on connaissait à l'époque, mais qui est un peu moins sécure que la partie téléphonique, parce que du coup la partie biométrique et tout ça on l'a plus. Mais là, du coup, Pascal met son téléphone, je vais lui laisser la main. Voilà, donc ça c'est mon téléphone que je projette, que je vais utiliser pour vous faire la petite démo. Mais juste pour vous montrer l'appli Hotpoint, vous voyez que mes tokens sont sécurisés. Hein. Si je veux désécuriser le token, je suis obligé de faire un Face ID. Vous voyez que je suis en Apple. Et là, vous voyez que j'ai mon one-time password. J'expliquerai les différentes méthodes ensuite, et puis je vous montrerai celles qui sont le plus utilisées, l'avantage de l'un, l'avantage de l'autre. Je reviens sur mon téléphone après, c'était juste pour vous montrer l'appli sur mon téléphone. Il y a bien entendu des fonctions de sécurité qui sont critiques associées à cette application-là.
La première, c'est que l'activation de cette appli est unique. Donc en fait, quand on va activer le jeton de protection dans l'application, ça va se faire par un envoi de mail et cette activation sera unique. Une fois que c'est activé, on ne peut pas réactiver sur un autre téléphone. C'est juste sur le téléphone en question de l'utilisateur. On va protéger son jeton comme je vous ai montré. Donc moi, je l'ai protégé par biométrie. On peut aussi le protéger par code PIN pour faire mettre la biométrie. Et on a mis en place ce qu'on appelle une fonction d'ADN du mobile. L'idée est assez simple. Quand un utilisateur se log, on va utiliser des choses qui sont uniques au téléphone pour générer une espèce d'empreinte du téléphone, ce qu'on appelle l'ADN du téléphone, et qui va être utilisé pour l'algorithme qui va générer le one-time password. Ce qui fait que si jamais votre téléphone est volé, cloné, que vous le récupérez et qu'ils utilisent le clonage pour essayer de se connecter, les informations, vu que c'est un téléphone différent, vont être différentes. L'ADN va être différent, donc le one-time password sera différent et ne sera pas valide. Donc on ne dira pas au pirate pourquoi c'est pas valide, mais il essaiera, il verra bien que ça ne fonctionne pas. Donc il y a cette fonction d'anti-clonage qui est hyper importante, que ça soit sur iPhone ou sur Android. En termes de méthodes d'authentification, on va en avoir 3. On va avoir le simple push, qui est la méthode que les utilisateurs aiment bien parce que c'est extrêmement simple pour eux. Je vais vous le montrer en démonstration. C'est ce que je vais vous montrer en fait dans la démo, que ce soit pour le VPN ou pour le portail d'authentification. On reçoit un push qui explique est-ce que c'est bien vous qui êtes en train de vous connecter, est-ce que vous approuvez, tout simplement. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Parce que parfois on me dit oh là là, mes utilisateurs, ça va être la panique, ils connaissent pas ça, ils vont pas. Bah si en fait, j'y connaissent ça, puisque c'est obligatoire déjà avec les applications bancaires, donc ils le font à titre personnel. Moi, à titre personnel, mon application de mail, je ne peux pas me connecter sur un PC sans valider sur mon téléphone dans l'appli de cette application de mail que c'est bien moi. Et donc c'est un peu le paradoxe de la situation, c'est si vous regardez bien, si on prend un peu de recul sur la situation, on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, le niveau de sécurisation des comptes est plus faible que dans la vie perso, pour un certain nombre de choses. Bon, je vous ai montré mon téléphone, vous avez vu que je mets de l'authentification forte sur Google. Il y en avait plein d'utilisateurs qui aujourd'hui mettent de l'authentification forte sur Google, alors que à titre professionnel dans l'entreprise, ils ne le font pas encore. Vous voyez qu'on est même en retard en entreprise par rapport à du perso, ce qui est quand même du jamais vu dans le monde de l'informatique. Mais bon, j'en reviens à mes méthodes. Donc première méthode, le push, ce que je vous montrerai. Deuxième méthode, le one-time password. Donc c'est vous connectez, vous mettez votre nom, votre login. On vous demande de rentrer ce code que vous lisez sur votre téléphone. Hein. Et la troisième méthode qui est la plus sécurisée, mais forcément celle qui a le plus de contraintes, c'est d'utiliser un QR code, c'est-à-dire qu'on vous affiche, quand vous loguez sur votre ressource, on vous affiche un QR code et vous devez le scanner avec votre téléphone pour pouvoir avoir le code que vous allez rentrer et que vous allez pouvoir passer. Mais cette méthode a l'avantage, c'est que la machine sur laquelle vous vous authentifiez et le téléphone et le possesseur du téléphone sont au même endroit. Hein, l'information ne peut pas être transmise. Donc voilà, on a ces 3 méthodes-là qui sont utilisables, qui vont être utilisées dans les différents cas de figure d'usage d'Hotpoint. Donc le premier cas de figure, c'est le cas du VPN, qui vraiment, hein, c'est dans le top 3 des intrusions depuis quelques années. Les VPN sont juste avec des logins, parfois des logins et des mots de passe très très basiques. Parfois, c'est même des mots de passe locaux aux appliances de sécurité qui sont mis sur les VPN, donc ça, c'est complètement désastreux. Et quand bien même, on l'a vu, voler un mot de passe, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, donc ça ne suffit plus pour un accès VPN. Donc, je vous montrera comment on peut sécuriser le VPN avec du MFA. Deuxième cas d'usage, pour ceux qui ont des firewall WatchGuard, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'Access Portal qui vous permet de publier du RDP de manière sécurisée. Pareil, on va pouvoir sécuriser l'accès à ce portail-là avec un compte login mot de passe plus Hotpoint qui va le verrouiller. Je devrais le rajouter dans ma présentation, j'ai un troisième cas.
enfin un cinquième cas, parce qu'il y en a 4 qui sont présentés dans cette présentation. Si vous êtes déjà client WatchGuard, que vous avez un compte WatchGuard, votre compte WatchGuard, vous pouvez le sécuriser avec Hotpoint gratuitement. Vous allez dans votre profil, vous activez l'authentification multifacteur, vous allez recevoir un mail d'activation et vous l'activez, c'est gratuit, ça vous permet de sécuriser votre compte WatchGuard et des informations qui sont quand même assez critiques, y compris aussi l'accès à WatchGuard Cloud, et donc de sécuriser le tout. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, ça ne vous coûte rien. Et il n'y a rien de pire que de mettre en place des solutions de sécurité, de se faire piquer le compte admin de ces solutions de sécurité, parce que là, le pirate, c'est du pain béni, là. C'est catastrophique. Imaginez, vous vous faites piquer le compte de votre accès cloud, de votre antivirus ou de votre DR. Ils peuvent tout désactiver d'un coup, et là, c'est le carnage. Troisième cas, je vous le montrerai aussi, c'est le portail d'accès aux applications web. Je vous montrerai en mode discret, vous en parlez à personne, parce que je vous montrerai comment moi je travaille en tant qu'utilisateur lambda, comment je me connecte le matin à mon portail WatchGuard et comment j'accède à mes ressources WatchGuard. Donc c'est un cas concret, hein, c'est pas un lab, c'est vraiment en place. Et dernier usage, qui est vraiment la dernière brique, c'est que vous pouvez aussi sécuriser carrément le login au PC. Donc avec une petite application en plus à installer qui modifie le login, la page de login Windows, ce qu'on appelle le logon app, et qui va vous imposer à chaque fois que vous vous authentifiez sur le PC d'utiliser aussi votre application Hotpoint. Donc là, on a avec ça vraiment la dernière brique pour protéger l'ensemble de l'accès au réseau. Notamment en télétravail, ça peut être intéressant. Sachez que, parce qu'on me pose souvent la question, oui, mais bon, si je suis dans l'avion et que je veux déverrouiller mon PC, comment je fais? Le push ne va pas marcher parce que vous n'aurez pas Internet. Encore que, il y a des avions qui ont Internet. Mais si vous n'avez pas Internet, pas forcément dans un avion, hein, n'importe où ailleurs, sachez que la méthode en one-time password et que la méthode en QR code fonctionne en mode offline, donc ça fonctionnera même si vous n'avez pas l'accès Internet. Donc pas de souci pour déverrouiller votre PC. Alors, un petit effet Bonaldi, on va essayer. Je vais, hop. Alors, il faut que je reprojette mon téléphone parce qu'il y a un timeout, forcément. Donc là, c'est le moment où François remeuble à nouveau. Je suis pas sympa avec lui. Eh bien oui, je remeuble. je remeuble. Et pour l'instant, juste au passage, il n'y a pas de questions, donc si vous en avez, allez-y, hein, soyez pas timide, pas de souci. Donc toujours pas de questions pour le moment. Ma recopie d'écran qui fonctionne. Là voilà. Donc là, vous voyez mon application Hotpoint. On va commencer. Par le VPN, elle. Hein. Hop. Donc là, j'ai mon pour les clients WatchGuard. Déjà, j'ai mon client VPN SSL pour faire ma connexion au Firebox qui est à Seattle de chez WatchGuard. Donc c'est pas, une fois de plus, pas un lab, hein, c'est vraiment le mot de passe que j'utilise, le VPN que j'utilise. Et donc je vais rentrer mon mot de passe. Et je me connecte. Et vous allez voir que logiquement, s'il n'y a pas d'effet Bonaldi, il faudrait que je mette à jour mon client VPN d'ailleurs au passage. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il veut pas. Alors attendez, je sais pourquoi. Ah, bon, voilà. Ouais, ça va. Toc, ça va marcher. Je le relance à côté. Ah oui, là, je m'étais encore trompé de mot de passe. Alors attendez, parce qu'il me demande mon Face ID, donc je me mets devant. Voilà, je me mets devant. Et donc là, maintenant, il me demande si c'est bien moi qui veut valider mon VPN. Donc, pour la démo, je vais approuver. Et à partir de là, mon VPN va monter. La connexion se fait. Alors, elle ne s'affiche pas pour le coup sur l'écran, mais elle est en train de se faire. Je la vois sur, non, elle s'affiche pas sur ma petite barre. Ouais. Je le montre dès que c'est fait. Voilà.
Là, je suis connecté avec mon mobile SSL. Voilà, je suis connecté comme il va bien. Et le VPN ne monte pas si je n'ai pas approuvé Hotpoint, tout simplement. Vous voyez que c'est tout basique. L'utilisateur, il a quoi à faire? Il a à ouvrir son application, montrer sa tête, vous mettre son empreinte et puis approuver. Alors, on en discutait pour rigoler avec François. Il est évident que si vous avez un utilisateur qui ne comprend pas comment ça fonctionne, alors j'ai tendance à penser que c'est parce qu'on lui aura mal expliqué, mais sait-on jamais, et que dès qu'il a une requête, même s'il n'est pas en train de s'authentifier, il l'approuve, cet utilisateur-là, il ne faut pas lui mettre ce mode-là. Hein. faut que l'utilisateur comprenne qu'il n'approuve que si c'est lui qui se connecte. Voilà, je pense qu'on est au niveau de... On l'a déjà vu. Ouais. Ouais, ça me fait penser au sketch des Inconnus avec, vous m'avez dit de dire Hardy, mais c'est tout. Si vous ne le connaissez pas, allez voir le sketch, il est magnifique. Je vais vous montrer mon deuxième cas de figure, qui est l'accès au portail d'application. Alors, je remets mon téléphone. Hop, le voilà. Est-ce que je veux voir les deux? Attendez, je vais le mettre en always stop. Voilà, c'est bien ça. Hop. Et donc, je vais m'authentifier. Alors, pour le besoin de la démo, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. J'ai stocké le mot de passe. Mais vous voyez que tout de suite, il me demande d'approuver. Comme j'ai déjà montré mon Face ID, que l'appli était déjà ouverte, il ne me la redemande pas, sinon il me le redemanderait. Et là, je vais approuver. Et à partir du moment où j'approuve, je vais avoir la connexion à mon portail Hotpoint, qui est un portail interne WatchGuard. Donc là, j'ai toutes mes applications, j'ai mon Salesforce, je peux refuser les vacances de Fanny, je peux aller faire mes notes de frais. Voilà. Et l'avantage, c'est que quand je lance ça, je vais lancer par exemple l'application de RH. Comme vous le voyez, hein, Web Single Sign-On, je n'ai pas à me réauthentifier sur mes autres applications. Il y a du SAML entre Hotpoint et les applications, et donc il n'y a pas de réauthentification. Donc non seulement c'est une sécurisation de vos applis, mais en plus de ça, les utilisateurs y gagnent, puisqu'ils n'ont pas, à chaque fois qu'ils vont sur des applications différentes, à se réauthentifier à chaque fois. Bon, j'ai un petit effet Bonaldi, mais il n'était pas colossal. Non, ça a été. Le déploiement d'Hotpoint est tout simple, puisqu'il suffit de l'avoir sur son téléphone, donc il est dans le store associé au téléphone, avec, comme je vous ai dit, un email d'activation. Donc vous cliquez sur l'email d'activation avec le téléphone, ça vous importe le jeton, donc c'est vraiment tout bête. La solution est full cloud, donc il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de logiciel à mettre en interne sur votre infrastructure. Si vous avez un WatchGuard qui fait le relais Radius, si vous n'avez pas un WatchGuard, il faudra mettre un petit agent sur l'AD pour faire le relais Radius avec le cloud, c'est tout. Donc c'est vraiment tout bête. Et puis il y a une synchro Active Directory pour que vous puissiez utiliser les groupes et dire qui doit avoir le MFA, qui n'a pas le MFA. Et ensuite, vous configurez tout dans votre WatchGuard Cloud pour faire votre configuration Hotpoint et puis votre suivi, surtout le suivi, parce on va voir les statistiques derrière ensuite d'Hotpoint, de savoir s'il y a des échecs d'authentification, voire des échecs en pagaille d'authentification, où là, il y aura effectivement à réagir pour voir s'il n'y a pas des tentatives d'attaque. On a des guides d'intégration avec justement tout notre écosystème pour pouvoir savoir comment configurer Hotpoint avec son appliance de sécurité, avec de l'Office 365, avec de la AWS, etc. Donc, on a plus d'une centaine de guides qui expliquent comment faire cet interfaçage entre Hotpoint et ces outils-là. Et pour le dire autrement, hein, basiquement, tout ce qui est Radius, SAML, ça doit fonctionner. On n'a pas forcément le guide pour tout. On en a fait beaucoup, mais il y a bien entendu pas tous les sites, pas toutes les applications du marché. Mais tout ce qui est Radius et SAML doit fonctionner. Vous avez de toute manière les prérequis qui sont indiqués dans la documentation Hotpoint qui vous permettent de le faire. On a dans tous les cas des trials Hotpoint, vous pouvez le tester très facilement. Mettre en place Hotpoint en essai, c'est moins d'1 heure. Hein, donc ça se teste vraiment basiquement.
En synthèse, Hotpoint est destiné à tout type d'entreprise, que ce soit un grand compte comme la plus petite des PME. C'est simple pour l'utilisateur, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous l'avez constaté. Il n'y a pas d'infrastructure à déployer. Le positionnement tarifaire, François, tu peux peut-être en parler 2 Oui, secondes. alors le positionnement tarifaire, on est à partir de 3,30 € par mois et par utilisateur. Donc on est sur un mode, comme vous le connaissez, sur des modes type Office 365 avec la capacité de pouvoir faire évoluer à la baisse ou à la hausse le nombre d'utilisateurs en cours de contrat. Là, on est sur une tranche plutôt d'utilisateurs entre 1 et 50 users. Alors bien entendu, si on dépasse les 50 users, il y a une dégressivité au niveau des tarifs. Mais la tarification, elle est assez lisible et assez facile à expliquer sur cette partie-là. Après, on peut rajouter des bundles sur d'autres produits de WatchGuard. On en parlera peut-être dans d'autres webinars. Mais en l'occurrence, voilà. Voilà un peu le positionnement produit et le positionnement prix tel qu'il est aujourd'hui. Et moi, j'en ai fini pour ma présentation d'utilisateur lambda. Je suis un utilisateur Hotpoint lambda. Donc, si vous avez des questions, parce que vous n'en avez pas posé jusque-là, c'est le moment. Tu as peut-être des choses à rajouter, François, en plus. Non, non, on reste dans l'attente des questions. Alors, si j'ai juste une chose à rajouter, alors pour les gens qui sont présents là ce matin, hein, c'est que votre référent Activium prendra contact avec vous quoi qu'il arrive dans les prochains jours, parce que c'était pas annoncé dans l'invitation, mais il y avait un petit cadeau pour ceux qui seraient présents aujourd'hui. Donc, leur référent viendra leur remettre en main propre une magnifique enceinte connectée WatchGuard pour chacun d'entre vous. Donc ça, c'est le cadeau bonus sur cette partie. Voilà. Okay. Bon, alors soit on a été super méga clair, soit c'est l'inverse. Mais en tout cas, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions, semble-t-il. Ah, si. Non, parfaitement clair, on me dit, parfait. Bon, Ça fut très clair. Tous les gens nous disent qu'on a été très clair, tu vois, donc tout va bien. Et pile dans les temps, en plus. Et pile dans les temps. On avait dit jusqu'à midi, il est midi 1. Donc, écoutez, on va vous laisser à ce moment-là aller manger. Hein. Je vous souhaite bon appétit à tous. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous allez recevoir de toute façon la présentation par mail et vos référents Activium vous contacteront prochainement, quoi qu'il arrive, sur ce sujet-là. On vous souhaite une excellente journée. Ah, si on a une question de Guillaume Fusat. Alors, on a une question sur la partie Citrix. Pareil, il y a un guide d'intégration avec Citrix. Ouais. Il y a le guide d'intégration avec Citrix, et si je ne me trompe pas, Pascal, je crois que Citrix faisait partie des premières applications qui avaient été validées avec Hotpoint. Oui, donc oui, ça fait quelques. C'est forcément important. C'est forcément important. Donc ça fait quelques années aujourd'hui que Citrix est bien pris en charge par le Hotpoint. Donc il y a tous les guides d'intégration de M. Fusad qu'on pourra vous transmettre si le cas échéant. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Il y a une autre question. Attends. Oui. Faut-il intégrer à la charte informatique le fait de demander à utiliser le mobile perso d'un collaborateur pour le MFA? Alors, je suis pas juriste, donc je ne donnerai qu'un avis qui n'est que un avis. C'est pas une. Faudrait consulter un spécialiste du sujet. Est-ce que ça doit être mis dans la charte d'entreprise si effectivement il n'a qu'un mobile perso et pas un mobile pro? Alors déjà deux choses. La première, c'est que s'ils ne veulent pas utiliser leur mobile perso, vous ne pouvez pas les forcer. Dans ce cas-là, on a aussi des tokens physiques. Gardez à l'esprit que ça reste moins sécurisé parce que du coup, si le token se fait voler, il se fait voler. Alors que le téléphone, il faut pouvoir rentrer dedans. Alors que le token, vous voyez le code. Mais ça peut être une alternative malgré tout aux réfractaires au mobile perso. Deuxièmement, pensez à expliquer aux utilisateurs que Hotpoint peut aussi les aider à sécuriser leur environnement personnel. Comme je vous ai montré que j'ai un token Google, on peut sécuriser Facebook, on peut sécuriser son login Instagram, voilà, à peu près maintenant tous les sites autorisent l'authentification 2FA et Hotpoint est gratuit pour cet usage-là.
Donc ça peut aider à convaincre. J'ai eu pas mal d'utilisateurs quand ils. Enfin, moi, je sais que mon ami utilise Hotpoint sans aucune licence pour sécuriser son Instagram. Rajouter un token dedans, du coup, devient plus tellement problématique. Maintenant, est-ce qu'il faut le mettre dans la charte informatique? Je ne répondrai Ouais. pas sur le fond. Par contre, que ça soit dedans s'il y a le besoin, autant le mentionner, oui. Pourquoi ne pas le mettre? Mais est-ce qu'il y a l'obligation ou pas? Ça, je ne sais pas répondre aujourd'hui. Je ne sais pas, François, si tu as des contacts juridiques qui Oui, pourraient nous valider ça, on pourrait poser la mais question du contexte juridique, oui, bien sûr. faudrait que ça vienne de quelqu'un qui est un sachant là-dessus. Pas dire de C'est ça, bêtises. c'est ça. Maintenant, en général, il vaut mieux en mettre Merci. plus que pas assez. Tout à fait. Ok, ça marche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. Ouais, ok. Non, ça m'a l'air d'être tout. Ça m'a l'air d'être tout. Bon, bah écoutez, très bien. Je Bon laisse appétit à tout encore. le monde, du coup. Merci, bonne journée à vous en tout cas. Merci, merci Pascal et merci aux équipes Activium et merci aux gens qui ont été présents ce matin. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.